Michael Stonecrow gara son pick-up sur l'accotement en gravier, là où la route départementale 47 se terminait en cul-de-sac aux abords de la forêt domaniale. En cette matinée d'octobre, le ciel gris et immobile pesait sur les monts Ozarks, la brume s'accumulant dans les creux. Telle une chose vivante, une chose en attente. Il coupa le moteur et resta assis un instant, à l'écoute du cliquetis du métal qui refroidissait, observant le brouillard dérivé entre les chênes et les carriers qui se pressaient au bord de la route. Il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Il n'aurait su l'expliquer à personne, n'aurait su mettre des mots sur la sensation qui lui parcourait l'échine. Mais après 37 ans à arpenter ces bois, Michael Stonecrow avait appris à faire confiance à ce savoir muet, inscrit au plus profond de lui. Duke gémissait depuis la benne du pick-up, un son doux et interrogateur que Michael n'avait jamais entendu de la part de ce chien. Le Blue Tick Hound avait 4 ans. C'était le meilleur chien de pistage que Michael ait jamais eu, et en 4 ans, Duke n'avait jamais montré la moindre hésitation au début d'une chasse. Le chien ne vivait que pour ça, pour le moment où Michael abaissait le haillon et le lâchait dans les bois, pour le rituel ancestral de l'odeur, de la poursuite et de la musique sauvage de sa propre voix, résonnant contre les crêtes. Mais ce matin, Duke se serrait contre la cabine, les oreilles aplaties, le blanc des yeux exorbités. Michael sortit du pick-up et s'étira, essayant de dénouer la raideur dans le bas de son dos. À 54 ans, les années commençaient à se manifester par de petites plaintes, des articulations qui craquaient et des muscles qui se souvenaient de chaque piquet de clôture qu'il avait planté, de chaque stère de bois qu'il avait fendu. Il était maréchal ferrant. Il avait passé toute sa vie d'adulte penché sous les chevaux, et son corps portait le poids accumulé de ce labeur comme les intérêts d'une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. La forêt se tenait silencieuse autour de lui. Pas de chant d'oiseaux, pas d'écureuil aboyant depuis la canopée, juste la brume, la lumière grise et ce silence absolu qui pesait sur ses tympans comme une eau profonde. Michael se dirigea vers la benne et abaissa le haillon. Duke restait collé contre la cabine, tremblant maintenant, une fine vibration qui parcourait tout son corps. Michael n'avait jamais rien vu de tel. Il avait vu Duke acculer des ours noirs sans broncher. Il avait vu le chien tenir tête à des sangliers sauvages aux défenses acérées comme des couteaux. Il n'avait jamais vu le Blue Tick montrer la peur de quoi que ce soit qui marche, rampe ou vole. « Qu'est-ce qui te prend ?» Michael tendit la main et la passa sur le flanc de Duke. Le cœur du chien battait la chamade sous sa paume, rapide et irrégulier. Le pouls d'un animal qui avait vu quelque chose que ses instincts ne pouvaient pas assimiler. La brume tourbillonna entre les arbres et Michael perçut une odeur dans l'air. Faible au début, presque imperceptible, mais qui s'intensifiait à mesure que la brise changeait. C'était une odeur qu'il n'avait jamais rencontrée en toutes ces années dans ces montagnes. Quelque chose qui mêlait le musc de la fourrure mouillée à des relents de décomposition, de viande laissée trop longtemps au soleil. C'était une odeur qui ne correspondait à rien de connu, et elle déclencha quelque chose au plus profond de son cerveau, quelque chose de plus ancien que la pensée ou la mémoire. Duke se remit à gémir, un son aigu et plaintif qui agaça les nerfs de Michael. Il aurait dû écouter le chien. Il aurait dû refermer le haillon, redescendre la montagne et rentrer chez lui, auprès de sa femme, pour passer la journée à reforger des fers à cheval dans son atelier derrière la maison. Il aurait dû faire confiance à ce savoir muet, inscrit au plus profond de lui. Ce savoir qui lui hurlait maintenant dans une langue qu'il avait oublié comment parler. Au lieu de cela, Michael Stonecrow se pencha dans la benne et attacha la laisse au collier de Duke. « Allez, viens, dit-il. On n'a pas fait toute cette route pour rester sur le parking. » Il dut soulever Duke pour le faire descendre du pick-up. Les pattes du chien refusaient de fonctionner correctement. Et quand Michael le posa à terre, Duke essaya immédiatement de ramper sous le véhicule, de se coincer dans l'espace entre l'essieu arrière et le sol de la forêt. Michael le tira par le collier et commença à marcher vers le début du sentier.
Duke suivit parce qu'il n'avait pas le choix, parce que la laisse ne lui laissait aucune autre option. Mais le chien marchait le ventre presque au ras du sol, la queue si serrée entre les pattes qu'elle en disparaissait. À chaque pas, ou presque, Duke s'arrêtait et regardait en arrière vers le pick-up. Et Michael devait le tirer pour le faire avancer. Le sentier grimpait dans les bois, serpentant sur le flanc d'une crête où Michael chassait depuis son enfance. Son grand-père l'y avait emmené pour la première fois à l'âge de 7 ans. Lui avait appris à lire les pistes, à faire du feu et à se déplacer dans la forêt comme s'il en faisait partie. Son grand-père lui avait aussi raconté des histoires sur les choses qui vivaient dans ces montagnes avant l'arrivée des Cherokees, avant l'arrivée de quiconque, des histoires de créatures qui marchaient debout comme des hommes mais n'étaient pas des hommes, des histoires que son grand-père jurait être vraies. Michael avait toujours rejeté ces histoires, les considérant comme les fantasmes d'un vieil homme qui avait passé trop de temps seul dans les bois. Il avait arpenté ces crêtes pendant 3 décennies et n'avait jamais rien vu de plus étrange qu'un cerf mélanique ou un cougar particulièrement grand. Les Ozarks étaient sauvages, oui, et elles gardaient leurs secrets, mais elles ne contenaient rien qui ne puisse être expliqué par la science, rien qui n'ait un nom dans un manuel de biologie. L'odeur devint plus forte à mesure qu'il montait. Le tremblement de Duke s'intensifia jusqu'à ce que le chien puisse à peine marcher, au point que Michael devait quasiment le porter sur le sentier. Le silence pesait depuis la canopée comme un poids physique, et Michael réalisa qu'il n'entendait pas ses propres pas, n'entendait pas le craquement des feuilles et des brindilles qui auraient dû accompagner chaque foulée. Il s'arrêta et écouta. Rien, aucun son, si ce n'est le râle de sa propre respiration et le gémissement aigu que Duke ne semblait pas pouvoir arrêter. Et puis, de quelque part dans les bois au-dessus d'eux, un son que Michael Stonecrow entendrait dans ses cauchemars pour le reste de sa vie. Ce n'était pas un son qu'un animal connu de lui pouvait produire. Ce n'était ni un ours, ni un sanglier, ni un cougar, ni un coyote, ni aucune des centaines de créatures qu'il avait appris à identifier par leur voix en 30 ans de chasse. C'était quelque chose entre un cri et un hurlement, quelque chose qui contenait des notes qu'aucune gorge animale n'aurait dû pouvoir produire, quelque chose qui montait et descendait sur des fréquences qui semblaient contourner ses oreilles pour résonner directement dans sa poitrine. Duke se figea. Le gémissement du chien cessa comme si on lui avait coupé les cordes vocales. Et pendant un long moment, le Blue Tick resta là, paralysé, chaque muscle contracté dans un spasme de terreur absolue. Puis, Duke se mit à aboyer. Ce n'était pas l'aboiement sonore que Michael connaissait si bien, pas la voix musicale que le chien utilisait lorsqu'il avait trouvé une piste ou acculé sa proie. C'était tout autre chose, un son d'avertissement pur et désespéré. Celui d'un animal hurlant à plein poumon pour que sa meute s'enfuit, s'échappe, parte, tant qu'il était encore temps. Le sous-bois explosa à 30 mètres en amont. Michael entrevit quelque chose de massif se déplaçant à travers les broussailles, quelque chose qui pliait les jeunes arbrisseaux comme s'ils étaient en papier, quelque chose qui s'écrasait à travers les bois, avec le fracas d'un train de marchandises cause qui déraille. Il vit une fourrure sombre, emmêlée et épaisse, et il vit une forme qui était anormale, fondamentalement anormale, une forme que son esprit ne parvenait pas tout à fait à traiter, car elle ne correspondait à aucune catégorie que son expérience l'avait préparé à comprendre. Duke arracha la laisse de la main de Michael et chargea vers le haut de la pente, aboyant toujours ce cri d'alerte désespéré, essayant toujours de se placer entre son maître et ceux qui descendaient à travers les arbres. « Duke !» hurla Michael, mais le chien était déjà parti, disparu dans les broussailles, et les aboiements s'éloignaient, grimpant vers le sommet de la crête, où les bois s'épaississaient et où la lumière du matin n'avait pas encore pénétré. Michael se mit à courir. Il ne réfléchit pas à ce qu'il faisait.
ne considéra pas la sagesse tactique de poursuivre une créature inconnue à flanc de montagne. Il courut simplement parce que Duke était là-haut, parce que Duke était son chien, parce qu'on ne laisse pas son chien seul avec quelque chose qui peut produire un son pareil. Les broussailles déchiraient de ses vêtements et son visage. Des branches lui fouettaient les yeux et il courait presque à l'aveugle, suivant le son des aboiements de Duke, qui changeait maintenant, devenant plus aigu et plus frénétique, devenant quelque chose qui ressemblait moins à un avertissement qu'à de la douleur. Puis les aboiements se transformèrent en hurlements stridents. Michael avait déjà entendu des animaux mourir. Il avait entendu les cris des lapins attrapés par les renards, le couinement des cochons à l'abattoir, les sons horribles que font les chevaux quand ils se cassent une patte et qu'il faut les abattre. Mais il n'avait jamais rien entendu de tel que le son que Duke produisait maintenant. Un son qui contenait des strates d'agonie qu'il ne savait pas qu'un être vivant pouvait produire. Les hurlements cessèrent. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel son aurait pu l'être. C'était le silence de la finalité, de quelque chose qui avait été vivant et qui était maintenant totalement, irrévocablement mort. Michael s'arrêta de courir. Il se tenait dans les broussailles, la poitrine haletante, du sang coulant d'une douzaine d'égratignures sur son visage et ses bras, et il écouta le néant qui avait remplacé la voix de son chien. Puis, les broussailles devant lui explosèrent, et le corps de Duke fut projeté dans les airs. Le Blue-Tick atterrit aux pieds de Michael avec un bruit sourd, comme un sac de grains qu'on aurait laissé tomber d'un fenil. La colonne vertébrale du chien était brisée, pliée à un angle que les colonnes ne sont pas censées prendre, et les yeux de Duke étaient encore ouverts, roulant encore avec les derniers échos de terreur, essayant encore de voir ce qui l'avait tué. Michael leva les yeux. La chose se tenait à peut-être 6 mètres de là, à peine visible à travers l'écran de sous-bois. Elle était grande, incroyablement grande, au moins 2,50 m, peut-être plus, et elle avait une forme humaine, mais ce n'était pas un homme. Ses épaules étaient trop larges, ses bras trop longs, son crâne trop plat et son front trop proéminent pour aucun être humain que Michael ait jamais vu. Une fourrure sombre couvrait chaque centimètre de son corps, emmêlé et agglutiné de bogues, de feuilles mortes et de quelque chose qui aurait pu être du sang. Ses yeux reflétaient la lumière du matin comme ceux d'un cerf pris dans les phares d'une voiture, 2 points d'une luminescence rougeâtre profondément enfoncés sous ce front épais. L'esprit de Michael tenta de donner un sens à ce qu'il voyait. Ses pensées s'éparpillèrent comme des oiseaux effarouchés, incapables de se poser sur une explication qui corresponde aux faits. Un ours, pensa-t-il. Mais la créature se tenait debout, et les ours ne se tiennent pas comme ça, ne gardent pas leurs bras le long du corps avec les mains ouvertes et les doigts écartés. Un gorille, pensa-t-il. Mais il n'y a pas de gorilles en Arkansas, et c'était de toute façon trop grand pour un gorille, et les proportions étaient complètement fausses. Les histoires de son grand-père lui revinrent en mémoire, sans y avoir été invité, et sans être les bienvenus. La créature fit un pas vers lui. Le mouvement était fluide, presque gracieux. Le mouvement de quelque chose qui était absolument à l'aise dans son propre corps, absolument certain de sa propre force. Une autre vague de cette odeur submergea Michael, si forte maintenant qu'elle lui fit pleurer les yeux. Cette combinaison de muscles et de décomposition qui semblait tapisser l'intérieur de sa bouche et de son nez. La main de Michael se déplaça vers le fusil qu'il portait en bandoulière. La tête de la créature s'inclina. Juste un peu. Juste assez pour suivre le mouvement de la main de Michael. Et puis elle émit un son. Une vocalisation basse et grondante qui semblait venir du plus profond de sa poitrine. Un son que Michael comprit instinctivement comme un avertissement. Sa main s'arrêta. Il ne décida pas de l'arrêter. Sa main refusa simplement de continuer son mouvement. Refusa de le mettre dans un danger plus grand que celui dans lequel il se trouvait déjà. Une partie de son cerveau, un ancien mécanisme de survie antérieur à la pensée consciente, avait pris le contrôle de son corps
et prenait des décisions sans le consulter. La créature fit un autre pas en avant. Michael essaya de parler, d'émettre un son, d'affirmer son humanité face à quelque chose qui semblait le considérer comme une simple nuisance. Mais sa voix l'avait abandonné en même temps que son courage, et tout ce qui sortit fut un sifflement ténu qui ne semblait pas lui appartenir. Les lèvres de la créature se retroussèrent, révélant des dents trop grosses et trop plates pour un prédateur, des dents d'omnivore, des dents qui pouvaient déchirer la viande, mais étaient mieux adaptées pour broyer la végétation. Elle ne montrait pas les dents par agressivité, réalisa Michael. Elle souriait, ou quelque chose comme un sourire, quelque chose qui occupait le même espace conceptuel qu'un sourire, mais n'en était pas un, quelque chose de plus ancien et de plus terrible. La vision de Michael commença à se rétrécir. Les bords de son champ de vision devinrent sombres et flous. Et il sentit ses jambes commencer à flageoler, sentit la force s'écouler de son corps, comme l'eau d'un récipient fissuré. Il allait s'évanouir. Il allait perdre connaissance. Là, debout, dans les broussailles, avec cette chose à moins de 6 mètres. Et quand il se réveillerait, s'il se réveillait, il serait seul. Son chien serait mort, et personne ne croirait jamais ce qu'il avait vu. La créature bougea. Michael eut juste le temps de réaliser qu'elle était rapide, d'une rapidité inouïe pour quelque chose d'aussi grand. Rapide d'une manière que son cerveau ne pouvait pas traiter correctement. Un instant, elle était dans les broussailles, et l'instant d'après, elle était là, juste devant lui, assez proche pour qu'il puisse voir les poils sur sa poitrine, assez proche pour que son odeur emplisse ses narines et sa bouche et semble tapisser l'intérieur de ses poumons. Sa main se leva et frappa le côté de sa tête avec ce que Michael comprit, d'une manière ou d'une autre, comme n'étant qu'une fraction de sa force totale. Le monde devint blanc, puis noir, puis plus rien du tout. Il se réveilla au son des corbeaux. Il tournoyait au-dessus de sa tête, forme noire contre un ciel qui était passé du gris au bleu pâle pendant qu'il était inconscient. La brume s'était dissipée et des rayons de soleil d'octobre descendaient en biais à travers la canopée, mouchetant le sol de la forêt de flaques d'or et d'ombre. Michael était allongé sur le dos dans les broussailles. Sa tête lançait une douleur qui semblait pulser au rythme de son cœur. Et quand il leva la main pour toucher sa tempe, ses doigts revinrent poisseux de sang. Le cou avait ouvert une entaille au-dessus de son oreille, et le sang avait coulé le long de son visage pour s'accumuler dans le creux de son cou. Il ne savait pas combien de temps il était resté inconscient. L'angle du soleil suggérait au moins 1 heure, peut-être plus. Sa bouche était sèche et avait un goût de cuivre, et quand il essaya de s'asseoir, le monde bascula dangereusement et il dut poser les mains au sol pour ne pas tomber. Duke gisait à côté de lui. Le chien était encore chaud quand Michael le toucha. Pas vivant, mais pas encore froid, conservant une chaleur résiduelle qui s'estomperait au cours des prochaines heures. À mesure que son corps céderait ses dernières calories à l'air d'octobre. Les yeux de Duke étaient toujours ouverts, fixant toujours le vide, et Michael tendit la main et les ferma de ses doigts délicats. Il resta assis là un long moment, la main posée sur le flanc de Duke, sentant la texture du pelage du chien sous sa paume. Il ne pleura pas. Il était trop choqué pour les larmes, trop vidé par ce qu'il avait vu et ce qu'il avait perdu. Les larmes viendraient plus tard, il le savait. Elles viendraient au milieu de la nuit, quand il se réveillerait de rêve où il verrait le visage de cette créature, ses yeux réfléchissant l'observant depuis les ombres. Finalement, Michael se força à se lever. La forêt autour de lui était exactement comme elle avait toujours été. Les mêmes arbres, les mêmes broussailles, la même inclinaison de la lumière à travers la canopée. Il n'y avait aucune preuve que quelque chose d'inhabituel se soit produit ici. Aucun signe de la créature qui avait tué son chien.
et l'avait assommé. Même l'odeur s'estompait, se dissipant dans la brise, jusqu'à ce que Michael puisse presque se convaincre qu'il l'avait imaginé. Presque. Il s'agenouilla et prit le corps de Duke dans ses bras. Le chien était lourd, près de 32 kilos de muscles et d'os, mais Michael sentit à peine le poids. Il ramena Duke sur le sentier, retraçant le chemin qu'ils avaient gravi ensemble quelques heures plus tôt, et le silence de la forêt le pressait de toutes parts. Son pick-up était toujours garé au début du sentier. Rien n'avait été touché. Le monde continuait comme si rien ne s'était passé, comme si toute la compréhension que Michael Stonecrow avait de la réalité ne venait pas d'être réduite en miettes trop petites pour être un jour rassemblées. Il déposa Duke dans la benne et le couvrit d'une vieille couverture qu'il gardait derrière le siège. Puis, Michael monta dans la cabine et resta assis, les mains sur le volant, fixant la forêt qui venait de prendre tout ce qu'il croyait savoir pour le retourner sens dessus-dessous. Son téléphone était mort. Il l'avait chargé la veille, avait commencé la journée avec une batterie pleine, mais quand il appuya sur le bouton d'alimentation, rien ne se passa. L'écran resta noir et sans réaction, comme si quelque chose avait vidé la batterie pendant qu'il était inconscient. Michael démarra le pick-up et descendit la montagne. Les urgences du centre médical du comté d'Ozark étaient presque vides quand Michael entra. Une infirmière leva les yeux de son poste, remarqua son visage couvert de sang séché et son regard vide, et contourna immédiatement le comptoir pour le guider vers une chaise. « Monsieur, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ?» Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Comment pouvait-il expliquer ce qu'il avait vu? Comment décrire la créature qui avait tué son chien et l'avait assommé? Il n'avait aucun cadre pour cela, aucun vocabulaire qui puisse combler le fossé entre son expérience et toute explication que l'infirmière serait prête à accepter. « Je suis tombé », dit-il finalement. « Je me suis cogné la tête sur un rocher. » L'infirmière examina la plaie, nettoyant le sang séché et scrutant l'entaille en dessous. Son front se plissa. « Ça ne ressemble pas à une blessure due à une chute, » dit-elle. « Les bords sont trop nets. On dirait presque que quelque chose vous a frappé. » Michael ne dit rien. Il laissa l'infirmière nettoyer et panser la plaie. La laissa lui éclairer les yeux avec une lampe et lui poser des questions sur les vertiges et les nausées. La laissa remplir des papiers qu'il signa sans les lire. Pendant tout ce temps, son esprit revenait sans cesse à la forêt, à la créature, au corps de Duke, projeté dans les airs, comme une poupée de chiffon lancée par un enfant en colère. « Vous devriez rester en observation, » dit l'infirmière. « Vous pourriez avoir une commotion cérébrale. »« Il faut que je rentre chez moi, » dit Michael. « Mon chien est mort. Je dois l'enterrer. » L'expression de l'infirmière s'adoucit. « Je suis désolé. C'était un accident. » Michael faillit rire. Le son qui sortit de sa gorge était plus proche d'un sanglot. Une expiration brisée qui ne portait aucune trace d'humour. « Quelque chose comme ça, » dit-il. Il rentra chez lui, dans un état second. Les routes lui étaient familières, les mêmes routes qu'il avait parcourues 1000 fois. Mais elles lui semblaient étranges, maintenant. Semblaient appartenir à un monde que Michael ne reconnaissait plus. Tout avait la même apparence. Mais rien n'était pareil. La créature dans la forêt avait changé quelque chose de fondamental dans la façon dont Michael comprenait la réalité, et il ne savait pas si ce changement pourrait un jour être annulé. Sa femme, Helen, était dans le jardin quand il arriva dans l'allée. Elle se redressa du parterre de fleurs qu'elle désherbait et se dirigea vers le pick-up, son visage se plissant d'inquiétude en voyant le bandage sur la tête de Michael et l'expression dans ses yeux. « Michael? Que s'est-il passé? Où est Duke? » Il ne put répondre. Il ne put que pointer du doigt la benne du pick-up, vers la forme recouverte d'une couverture qui n'avait pas bougé depuis qu'il avait quitté le début du sentier. La main d'Hélène vola à sa bouche
C'était une femme pragmatique, qui avait grandi dans une ferme où la mort était une compagne de tous les instants, qui avait vu des animaux mourir de 100 manières différentes. Mais Duke était différent. Duke faisait partie de leur famille depuis 4 ans. Il avait dormi au pied de leur lit. Les avait accueillis chaque matin avec ce frétillement de tout le corps que font les Blue Ticks quand ils sont heureux. Duke était spécial. « Oh, Michael !» souffla-t-elle. Que s'est-il passé? Il essaya de lui raconter. Il ouvrit la bouche et les mots commencèrent à sortir. Les mots impossibles sur l'odeur, le son et la créature qui avait surgi des broussailles. Mais pendant qu'il parlait, il vit le visage d'Hélène changer, vit l'inquiétude se transformer en confusion, puis en autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Pas la peur de la créature, la peur de lui. La peur de ce que ces mots pouvaient signifier sur son état mental. Il cessa de parler. « Je pense que tu devrais t'allonger, » dit Hélène avec précaution. « Tu t'es cogné la tête. Tu ne réfléchis peut-être pas clairement. » « Je sais ce que j'ai vu. » Michael. Elle tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient frais de la terre du jardin, et elle le tenait fermement, l'ancrant à la réalité qu'elle occupait. « Tu me fais peur. Tu parles de monstres. Il n'y a pas de monstres. » Il voulait la contredire. Il voulait l'emmener au pick-up et lui montrer le corps de Duke, lui montrer comment la colonne du chien avait été brisée, l'angle qu'aucune chute n'aurait pu produire. Il voulait décrire le visage de la créature, ses yeux, la façon dont elle l'avait regardé comme s'il n'était rien, comme un insecte qui se serait aventuré trop près. Mais il vit le regard dans les yeux d'Hélène, et il comprit que rien de tout cela n'aurait d'importance. Elle n'avait pas été là. Elle n'avait pas vu ce qu'il avait vu. Aucune description ne comblerait ce fossé, ne lui ferait comprendre que le monde contenait des choses qui ne devraient pas exister. « Je dois enterrer Duke, » dit-il. Il creusa la tombe lui-même, dans un coin de leur propriété où un bosquet de vieux chênes donnait de l'ombre en été. Le sol était dur, la terre argileuse réticente à céder à sa pelle, et Michael accueillit l'effort physique, la façon dont le travail ne laissait aucune place à la pensée. Il creusa jusqu'à ce que ses bras le brûlent, et que son dos hurle, et que la tombe soit assez profonde pour empêcher les coyotes de déterrer Duke. Puis il déposa son chien dans la terre et reboucha le trou. Hélène sortit alors qu'il tassait la dernière couche de terre. Elle portait 2 tasses de café, s'assit sur une souche voisine et attendit qu'il ait fini. La lumière de l'après-midi déclinait, et l'air avait pris la fraîcheur que les soirées d'octobre apportent à ces montagnes. Michael s'assit à côté d'elle et accepta le café. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, regardant les ombres s'allonger dans le jardin. « Je suis désolé, » dit finalement Hélène. « Je n'aurais pas dû rejeter ce que tu m'as dit. Tu ne me crois pas. Je crois que tu as vu quelque chose. » Elle choisissait ses mots avec soin, comme elle le faisait toujours quand elle essayait de ne pas le blesser. « Mais Michael, les choses que tu as décrites, elles n'existent pas. Elles ne peuvent pas exister. Alors qu'est-ce qui a tué Duke ?» Hélène resta silencieuse un instant. « Peut-être un ours. Tu l'as peut-être surpris et il a attaqué. Les ours peuvent être agressifs quand ils sont acculés. Ce n'était pas un ours. Tu t'es cogné la tête. Tu as dit toi-même que tu étais inconscient. La mémoire n'est pas fiable après un traumatisme crânien. Les médecins nous l'ont dit quand mon père a eu son accident. Parfois, le cerveau comble les vides avec des choses qui ne se sont pas produites. » Michael voulait la contredire. Il voulait insister sur le fait qu'il savait ce qu'il avait vu, que sa mémoire était claire, précise et non déformée par le traumatisme. Mais une partie de lui, une petite voix au fond de son esprit, murmurait qu'Hélène avait peut-être raison, que la créature aurait pu être le produit de la peur, de l'adrénaline et d'un coup à la tête, qu'il y avait probablement une explication parfaitement rationnelle à tout ce qui s'était passé.
Il ne croyait pas cette voix, mais il comprenait qu'Hélène avait besoin de la croire, qu'elle avait besoin de vivre dans un monde où des créatures comme celle-là n'existaient pas. Et il l'aimait assez pour la laisser avoir ce monde, même si lui ne pourrait jamais y retourner. « Peut-être, dit-il, peut-être que tu as raison. » Mais il savait qu'elle avait tort. Cette nuit-là, Michael ne put dormir. Il resta allongé dans le lit à côté d'Hélène, écoutant sa respiration régulière, fixant le plafond tandis que son esprit rejouait en boucle les événements de la matinée. L'odeur, le son, la créature sortant des broussailles, le corps de Duke projeté dans les airs, ses yeux réfléchissants, le regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la curiosité, du mépris, ou les deux. Quelque temps après minuit, il se leva et descendit. Il se versa un whisky et s'assit dans la cuisine sombre, regardant par la fenêtre la forêt qui bordait leur propriété. Les arbres étaient des silhouettes noires sur le ciel étoilé, et le vent s'y engouffrait avec un son de secret murmuré. Il pensa à ce qu'il avait vu. Il pensa aux histoires de son grand-père, ces contes qu'il avait rejetés comme des fantaisies toute sa vie d'adulte. Il pensa à la façon dont Duke s'était comporté ce matin-là, la peur sans précédent du chien, le tremblement qui avait commencé avant même qu'il ne quitte le pick-up. Duke avait su. Duke avait senti quelque chose que les sens émoussés de Michael avaient manqué, quelque chose que les instincts du chien avaient reconnu comme une menace au-delà de tout ce qu'il avait jamais rencontré. Et Michael avait ignoré l'avertissement. Il avait traîné Duke sur ce sentier, avait mené son chien directement sur le chemin de quelque chose qui ne devrait pas exister. La culpabilité s'abattit sur lui comme un poids physique, lui oppressant la poitrine jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer. Il finit son whisky et s'en versa un autre. Le lendemain matin, Michael retourna au début du sentier. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. Des preuves, peut-être. Quelque chose qui prouverait qu'il n'avait pas tout imaginé, qui validerait le souvenir qu'il savait être réel malgré les doutes d'Hélène et sa propre incertitude grandissante. Il se gara au même endroit que la veille et emprunta le même sentier, ses pas lents et prudents, ses yeux scrutant la forêt à la recherche du moindre signe de ce qui s'était passé. Les broussailles où Duke avait atterri n'avaient pas été dérangées. Pas de sang, pas de branches cassées, aucun signe qu'un chien de 32 kilos avait été projeté dans les airs avec assez de force pour lui briser la colonne vertébrale. Michael s'agenouilla et examina le sol, passant ses doigts dans la litière de feuilles, cherchant quoi que ce soit qui puisse confirmer son souvenir. Rien. Il grimpa plus haut, suivant le chemin qu'il se souvenait avoir pris en courant, après les aboiements de Duke. Les broussailles ne montraient aucun signe de passage, pas de tiges brisées ou de sous-bois piétinés. C'était comme si la forêt avait effacé toute preuve de ce qui s'était passé, comme si la montagne elle-même conspirait pour le faire douter de sa propre santé mentale. Il atteignit l'endroit où il s'était réveillé, l'endroit où il était resté inconscient pendant au moins 1 heure, tandis que la créature se tenait vraisemblablement au-dessus de lui. Les feuilles, ici aussi, étaient intactes. Pas de dépression où son corps avait reposé, pas de taches de sang malgré l'entaille à sa tête, qui avait saigné abondamment avant qu'il ne reprenne connaissance. Michael se tenait au milieu de la forêt et sentit la réalité se dérober sous ses pieds. Soit la créature avait pris le temps d'effacer toutes les preuves de la rencontre, soit la rencontre n'avait jamais eu lieu. Il n'y avait pas de juste milieu. Et si la créature était assez intelligente pour brouiller ses pistes, alors Michael avait affaire à quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'avait supposé au départ. Ou alors il perdait la tête. Il sortit son téléphone, qui avait recommencé à fonctionner dans la nuit, et prit quand même des photos de la zone. Les photos ne montraient rien d'inhabituel, juste des arbres, des broussailles et la lumière du soleil tacheté.
Des images qui auraient dû être prises n'importe où dans les Ozarks. En redescendant le sentier, Michael remarqua quelque chose. Un arbre. Un vieux carrier, d'une trentaine d'années peut-être, à l'écorce marquée par les trous de pics verts et les traces de cerf frottant le velours de leur bois. Il y avait quelque chose sur le tronc, quelque chose qui n'était pas là la veille. Des marques de griffes. 5 entailles parallèles dans l'écorce, commençant à environ 2,50 m du sol et descendant jusqu'à hauteur de poitrine. Des entailles profondes, assez profondes pour exposer le bois pâle sous l'écorce, assez profondes pour que la sève commence déjà à suinter des blessures. Michael fixa les marques. Il tendit la main et les toucha, sentit les bords rugueux où l'écorce avait été arrachée, sentit le résidu collant de la sève contre ses doigts. Ce n'étaient pas des marques d'ours. Les ours grimpent aux arbres différemment, laissent des motifs différents dans l'écorce. Ces marques avaient été faites par quelque chose se tenant debout, quelque chose s'étirant de toute sa hauteur, puis traînant ses griffes vers le bas, quelque chose qui marquait son territoire. Michael prit des photos. Il prit des photos sous plusieurs angles, avec sa main dans le cadre pour l'échelle, avec une règle qu'il avait par hasard dans son pick-up. Il documenta chaque détail de ces marques de griffes, créant des preuves qui ne pouvaient être niées, qui ne pouvaient être expliquées par un traumatisme crânien ou une hallucination. En rentrant, il montra les photos à Hélène. Elle les regarda longuement, le visage impénétrable. Puis, elle lui rendit le téléphone. « Un ours, dit-elle. Un grand, peut-être. On sait qu'ils marquent leur territoire comme ça. À 2,50 m de haut. Quel genre d'ours mesure 2,50 m? Michael. La voix d'Hélène était patiente, la voix qu'elle utilisait quand un des chevaux était particulièrement têtu. Je sais ce que tu penses avoir vu. Mais les ours ne peuvent pas se tenir sur leurs pattes arrière. Ils peuvent atteindre 2,50 m, facilement. L'explication la plus simple est généralement la bonne. L'explication la plus simple, c'est que quelque chose a tué mon chien, m'a assommé, puis a marqué un arbre, pour m'avertir de ne pas revenir. Ça, ce n'est pas simple. C'est le scénario d'un film d'horreur. Elle avait raison. Ça ressemblait à un film d'horreur. Ça ressemblait au genre d'histoire dont Michael aurait ri une semaine plus tôt, qu'il aurait rejeté comme les divagations de quelqu'un qui avait regardé trop de films de monstres. Mais il ne l'avait pas vu sur un écran. Il l'avait vécu. Il avait senti le muscle de la créature, ressenti la force de son coup, et s'était réveillé à côté de son chien mort. « Je vais le signaler », dit-il. L'expression d'Hélène se durcit. « Signaler quoi? Qu'un monstre a tué Duke? Ils vont penser que tu as perdu la tête. » Je signalerai un grand prédateur, un animal non identifié. Laissons-les décider ce que c'est. Il se rendit au poste des gardes forestiers le lendemain matin. Le bâtiment était une structure basse en bois, nichée dans un pli des montagnes, occupée par une seule garde qui leva les yeux de ses papiers quand Michael entra. Elle avait peut-être 30 ans, la peau tannée de quelqu'un qui passe le plus clair de son temps dehors, et elle lui sourit avec la chaleur professionnelle d'une fonctionnaire. « En quoi puis-je vous aider ?» Michael lui raconta une version de l'histoire. Pas toute la vérité, mais assez proche. Il dit qu'il avait rencontré un animal non identifié en chassant, que l'animal avait tué son chien et l'avait frappé, qu'il avait trouvé des marques territoriales sur un arbre près du lieu de la rencontre. Il lui montra les photos sur son téléphone, les marques de griffes, les mesures de hauteur. L'expression de la garde ne changea pas pendant qu'elle écoutait. Quand Michael eut fini, elle hocha lentement la tête et sortit un formulaire d'un tiroir. « Nous avons reçu quelques signalements d'une activité accrue des ours dans ce secteur, » dit-elle. « Probablement un mâle marquant son territoire avant l'hibernation. Ils peuvent être agressifs à cette période de l'année, surtout s'ils se sentent menacés. Ce n'était pas un ours. Monsieur, je comprends que votre chien ait été tué. C'est une expérience traumatisante.
Mais les Ozarks ne contiennent rien qui puisse être décrit comme un animal non identifié. Nous avons des ours noirs, des coyotes, des lynx et occasionnellement des couguars. C'est tout. Ce que vous avez vu était très probablement un ours. Avez-vous déjà vu un ours se tenir à 2,50 m de haut? Le sourire de la garde devint légèrement crispé. Les grands mâles peuvent atteindre cette taille quand ils se dressent sur leurs pattes arrière. C'est rare, mais pas du jamais vu. Michael comprit qu'il perdait son temps. La garde avait déjà décidé ce qu'il avait vu, avait déjà classé son expérience dans une boîte étiquetée « Rencontre avec un ours » et l'avait rangée avec tous les autres rapports qu'elle recevait de randonneurs effrayés et de chasseurs traumatisés. Elle n'allait pas l'aider. Personne n'allait l'aider. « Très bien, dit-il. Pouvez-vous au moins enregistrer mon rapport, au cas où quelqu'un d'autre aurait une expérience similaire? » Bien sûr. La garde remplit le formulaire d'un trait efficace. Nous noterons une activité prédatrice accrue dans la zone et afficherons les avertissements appropriés. Autre chose? Il n'y avait rien d'autre. Michael la remercia et partit. Au cours des semaines suivantes, Michael devint obsédé par la recherche. Il passa des heures devant l'ordinateur, cherchant des rapports de rencontres similaires, de créatures similaires. Il en trouva plus qu'il ne s'y attendait. Des sites web consacrés à la cryptozoologie, des forums où les gens partagèrent des histoires qui ressemblaient remarquablement à la sienne, des articles universitaires qui évitaient soigneusement de tirer des conclusions tout en documentant des schémas d'observation s'étalant sur des siècles. Il apprit les noms que les gens utilisaient: Bigfoot, Sasquatch, Grassman, Skunk Ape. Différents noms pour la même chose impossible, le grand primate bipède dont la science insistait sur l'inexistence, mais que les preuves suggéraient qu'il parcourait ces forêts bien avant l'arrivée des humains. Il apprit que les Ozarks étaient un haut lieu d'observation. Les montagnes étaient anciennes, parmi les plus vieilles d'Amérique du Nord, et elles contenaient de vastes zones de nature sauvage, où les humains s'aventuraient rarement. Si une population de grands primates voulait rester cachée, c'était exactement le genre de terrain qui le leur permettrait. Il apprit des choses sur l'odeur. Rapport après rapport la mentionnait, cette combinaison de musc et de décomposition que Michael avait sentie, qui semblait être un indicateur de proximité aussi fiable que les vocalisations des créatures. Il apprit des choses sur la violence. La plupart des rencontres étaient pacifiques, de simples observations à distance, la créature fuyant dès qu'elle réalisait avoir été vue. Mais certaines rencontres se terminaient non mal. Des chiens tués, des chasseurs attaqués, des gens qui disparaissaient dans la forêt et n'étaient jamais retrouvés. Plus Michael lisait, plus il comprenait que son expérience n'était pas unique. D'autres avaient vu ce qu'il avait vu, senti ce qu'il avait senti, perdu des animaux et subi des blessures qui ne pouvaient être facilement expliquées. La créature qui avait tué Duke n'était pas une aberration ponctuelle. Elle faisait partie d'un schéma qui s'étendait sur des continents et des siècles, un schéma que la science refusait de reconnaître malgré le poids des témoignages. Ellen observait ses recherches avec une inquiétude croissante. Elle ne dit rien au début, le laissa passer ses soirées penchées sur l'ordinateur portable, le laissa commander des livres avec des titres comme Bigfoot, le guide définitif et Rencontre avec l'inconnu. Mais à mesure que les semaines passaient et que Michael ne montrait aucun signe de vouloir passer à autre chose, elle commença à s'y opposer. « Ce n'est pas sain, dit-elle un soir. Tu laisses ça te consumer. J'ai besoin de comprendre ce que j'ai vu. Tu as vu un ours, un grand ours agressif. La garde l'a dit. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Parce que je sais ce que j'ai vu. » Ils se disputèrent. Ils se disputèrent plus au cours de ces semaines que pendant toute la décennie précédente de leur mariage. Hélène voulait retrouver son mari, l'homme qui abordait le monde avec un scepticisme pratique, l'homme qui aurait ri de quiconque prétendait avoir vu Bigfoot. Michael voulait que sa femme le croie, qu'elle reconnaisse que son expérience avait été réelle, qu'elle arrête d'essayer de le forcer à revenir à une vision du monde,
qui ne pouvaient plus contenir la vérité. Aucun d'eux n'obtint ce qu'il voulait. Michael continua ses recherches. Il contacta des enquêteurs, des gens qui recueillaient des rapports et menaient des recherches sur le terrain. Il partagea son histoire sur des forums, reçut des réponses allant de la sympathie au scepticisme, en passant par une hostilité ouverte. Certains le crurent immédiatement, l'accueillant dans une communauté de témoins qui avaient rencontré la même réalité impossible. D'autres l'accusèrent de mentir, de chercher l'attention, de souiller le domaine avec des histoires fabriquées. Une réponse se démarqua. Un homme nommé Harold Vance, qui écrivait pour un magazine de chasse de Little Rock, contacta Michael via le forum. Harold dit qu'il recueillait des histoires de rencontres dans les Ozarks depuis des années, qu'il avait parlé à des dizaines de témoins qui décrivaient des expériences similaires à celles de Michael. Il voulait interviewer Michael, documenter son récit pour un article qu'il écrivait sur les rencontres avec des prédateurs dans la région. Michael accepta l'interview. Ils se rencontrèrent dans un diner à Mountain Home. Harold était plus âgé que Michael ne l'avait imaginé, peut-être 70 ans, avec la posture prudente d'un homme qui avait passé des décennies à porter un fusil en terrain accidenté. Il avait des yeux bienveillants et une moue sceptique, et il écouta l'histoire de Michael Sands l'interrompre. Quand Michael eut fini, Harold resta silencieux un long moment. « Vous dites la vérité », dit-il finalement. « Ou vous croyez la dire, ce qui revient au même. Je sais ce que j'ai vu. Je sais. » Harold prit une gorgée de son café. « J'ai interviewé peut-être 50 personnes qui ont des histoires comme la vôtre, des hommes et des femmes qui ont vu quelque chose dans les bois qui ne devrait pas exister, quelque chose qui a changé leur façon de comprendre le monde. La plupart n'en parlent jamais publiquement. Ils ont peur d'être traités de fous, de perdre leur réputation. Mais ils ont tous ce même regard, le regard que vous avez en ce moment. Quel regard ? Le regard de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il ne peut plus oublier. Quelque chose qui ne le laissera pas revenir à ce qu'étaient les choses avant. Michael sentit sa poitrine se serrer. Harold comprenait. Harold le croyait. Après des semaines de scepticisme de la part d'Hélène, de dédain de la part de la garde et d'accusations anonymes sur les forums, quelqu'un comprenait enfin. « Je veux écrire sur votre expérience », dit Harold. « Pas pour le magazine grand public. Il ne le publierait pas de toute façon. Mais j'ai un public de gens qui s'intéressent à ce genre de récits. Des gens qui ont eu des expériences similaires ou qui sont ouverts à la possibilité que le monde contienne plus que ce que la science peut actuellement expliquer. Est-ce que ça fera une différence ? Probablement pas. » Le sourire d'Harold était ironique. Aucune quantité de témoignages ne semble faire bouger les lignes. Les scientifiques veulent des preuves physiques, et les preuves physiques ont une fâcheuse tendance à disparaître ou à être expliquées autrement. Mais ça pourrait vous aider. Parfois, raconter l'histoire, la faire documenter et valider aide les gens à faire la paix avec ce qu'ils ont vécu. Michael y réfléchit. Il pensa à Hélène, aux disputes, à la distance grandissante entre eux. Il pensa au forum, aux sceptiques et à la garde qui avait classé son rapport sous « rencontre avec un ours ». Il pensa à Duke, enterré sous les vieux chênes, et à la culpabilité qui le réveillait encore au milieu de la nuit. « Écrivez-la », dit-il. L'article d'Harold fut publié 3 mois plus tard, dans un magazine de chasse au lectorat restreint mais fidèle. Il racontait l'histoire de Michael avec ses propres mots, depuis le moment où Duke se mit à trembler dans la benne du pick-up jusqu'au moment où Michael se réveilla à côté du corps de son chien. Il incluait les photographies des marques de griffes, les mesures de hauteur, la documentation du rapport de police infructueux. C'était factuel et sobre, évitant le sensationnalisme tout en transmettant l'horreur de ce que Michael avait vécu. La réaction fut mitigée. Certains lecteurs le contactèrent pour exprimer leur soutien.
partager leurs propres histoires. Remercier Michael d'avoir eu le courage de parler publiquement. D'autres l'accusèrent d'invention, de tentative de se faire une réputation dans la communauté de la cryptozoologie, d'exploiter la mort de son chien pour attirer l'attention. Quelques-uns le menacèrent de violence, suggérant que Michael devrait avoir honte de répandre des mensonges sur des créatures qui n'existaient pas. Michael lut chaque réponse. Il répondit à certaines, ignora les autres, essayant de trouver un sens au fait que son histoire faisait maintenant partie du domaine public. Il ne savait pas si Harold avait raison, si documenter l'expérience l'aiderait à faire la paix avec elle. Mais au moins, maintenant, elle existait quelque part, en dehors de sa propre tête, quelque part où d'autres pourraient la trouver et décider par eux-mêmes quoi croire. Hélène lut l'article lors de sa publication. Elle s'assit à la table de la cuisine avec le magazine entre les mains. Son visage impénétrable tandis qu'elle parcourait les pages. Quand elle eut fini, elle posa le magazine et regarda Michael un long moment. « C'est vraiment ce que tu as vu ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, tu ne vas pas laisser tomber. »« Je ne peux pas. » Elle hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Michael n'avait pas vu auparavant, une sorte de résignation, mêlée à quelque chose qui aurait pu être de la compréhension. Elle n'allait pas le croire, réalisa-t-il. Elle ne le croirait jamais. Mais elle avait accepté qu'il le croyait, et c'était peut-être le mieux qu'ils pouvaient espérer tous les deux. « Je t'aime, » dit-elle. « Quoi que ce soit, je ne vais nulle part. » Michael tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je t'aime aussi. » Ce n'était pas une résolution. Ce n'était pas une guérison. La créature était toujours là, arpentant toujours les crêtes des Ozarks, marquant toujours son territoire avec des griffures que les gardes attribueraient à des ours. Duke était toujours mort, enterré sous les vieux chênes, et Michael se réveillait encore la nuit, avec l'odeur de musc et de décomposition dans les narines, avec l'image de ses yeux réfléchissants gravée dans sa mémoire. Mais c'était quelque chose. C'était un point d'ancrage, pendant que le monde se réorganisait autour de la chose impossible qu'il avait vécue. Michael retourna au travail. Il recommença à ferrer les chevaux, reprit le rythme de ses journées, reprit la vie qui avait été la sienne avant ce matin d'octobre, où tout avait changé. En apparence, rien n'était différent. Il conduisait toujours le même pick-up, visitait les mêmes fermes, se penchait toujours sous les mêmes chevaux avec lesquels il travaillait depuis des années. Mais il ne retourna jamais à ce début de sentier. Il ne fit plus jamais de randonnée dans la forêt domaniale. Il ne chassa plus jamais. Et il n'eut plus jamais d'autres chiens. Parfois, tard dans la nuit, quand le vent s'engouffrait dans les arbres au bord de leur propriété et que l'obscurité se pressait contre les fenêtres, Michael se tenait à la fenêtre de la cuisine et regardait la forêt. Il pensait à la créature qui avait tué Duke et l'avait laissé vivre. La créature qui était peut-être encore là, qui l'observait peut-être encore, depuis les ombres, juste au-delà de la portée de la lumière du porche. Il pensait aux histoires de son grand-père, les contes de choses qui marchaient debout comme des hommes, mais n'étaient pas des hommes, des choses qui avaient vécu dans ces montagnes depuis des temps immémoriaux. Il pensait au poids des preuves que la science rejetait, aux centaines de témoins dont les récits correspondaient aux siens, aux schémas de rencontres qui remontaient à des siècles. Et il se demandait, pas si la créature était réelle. Il savait qu'elle était réelle. Il l'avait sentie, l'avait touchée, et s'était réveillé à côté de son chien mort à cause d'elle. Cette question avait trouvé sa réponse de manière définitive et irréversible, en ce matin d'octobre. Il se demandait pourquoi. Pourquoi la créature l'avait-elle laissé vivre? Elle avait tué Duke sans effort apparent, avait assommé Michael d'un coup qui aurait tout aussi bien pu lui fracasser le crâne.
Elle aurait pu mettre fin à sa vie aussi facilement qu'à celle de son chien, aurait pu le traîner dans la forêt et l'ajouter à la liste des chasseurs et randonneurs disparus qui pouvaient être attribués à son espèce. Mais elle l'avait laissé partir. Michael ne savait pas si c'était par pitié, par indifférence ou par toute autre chose. Quelque chose que son esprit humain n'était pas équipé pour comprendre. Il ne savait pas si la créature avait jugé qu'il ne valait pas la peine d'être tué, l'avait écarté comme une menace trop mineure pour s'en préoccuper, ou avait simplement perdu tout intérêt après avoir éliminé le chien qui aboyait sur elle. Il ne le savait pas, et il ne le saurait jamais. Le fait de ne pas savoir était peut-être la partie la plus difficile. Les années passèrent. L'article du magazine d'Harold fut réimprimé dans quelques recueils de folklore des Ozarks, mentionné dans 1 ou 2 livres sur les phénomènes inexpliqués. Le nom de Michael devint modestement connu dans certains cercles, les cercles où les gens se rassemblaient pour partager des histoires de rencontres avec des choses qui ne devraient pas exister. Il recevait des emails de temps en temps de personnes qui avaient lu son récit et voulaient partager leurs propres expériences. Il répondait à tous. Il leur disait ce qu'il avait dit à Harold, qu'il savait ce qu'il avait vu, que personne n'était obligé de le croire, qu'il n'essayait de convaincre personne de quoi que ce soit. Il voulait juste que son histoire soit consignée, documentée, disponible pour quiconque pourrait avoir besoin de savoir, qu'il n'était pas seul dans ses expériences impossibles. Certains de ses correspondants devinrent quelque chose comme des amis. Des gens qui comprenaient ce que Michael avait traversé, qui n'essayaient pas de l'expliquer ou de le rationaliser en quelque chose de confortable. Ils échangeaient des histoires, des théories et des recherches, construisant une communauté de personnes qui avaient entrevu quelque chose au-delà des limites du monde accepté. D'autres disparurent. Ils décidèrent que Michael était fou, menteur ou tout simplement indigne de leur temps. Et ils passèrent à d'autres obsessions. Ce n'était pas grave. Michael avait appris que la croyance ne pouvait être forcée, que les gens accepteraient ce qu'ils étaient prêts à accepter et rien de plus. Hélène ne crut jamais, mais elle cessa d'essayer de le convaincre qu'il avait tort, cessa de suggérer qu'il voie un thérapeute, prenne des médicaments, ou trouve un autre moyen de faire disparaître l'expérience. Elle accepta que cela faisait partie de qui il était maintenant, cette certitude de l'impossible, et elle l'aima quand même. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était une sorte de résolution, une façon de vivre en sachant que le monde était plus étrange et plus dangereux que la plupart des gens ne le sauraient jamais. Michael eut 60 ans, ses cheveux devinrent gris. Son dos lui faisait plus mal qu'avant, et il commença à porter des lunettes pour lire les petits caractères des contrats de maréchalerie. Il travaillait toujours, se penchant toujours sous les chevaux, suivant toujours le rythme des jours qui avait été le sien pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Mais il n'était pas le même homme qu'avant ce matin d'octobre. Quelque chose lui avait été pris dans cette forêt. Pas seulement Duke, pas seulement son sentiment de sécurité, mais quelque chose de plus difficile à nommer. Une sorte d'innocence peut-être, une foi en la nature ordonnée du monde, en la fiabilité des catégories que sa culture lui avait fournies pour comprendre la réalité. Quelque chose lui avait été donné aussi, une connaissance que la plupart des gens ne posséderaient jamais, un aperçu derrière le rideau que la plupart des gens ne verraient jamais. Il avait vu l'une des choses anciennes, les choses qui marchent en marge du monde humain, et il avait survécu. C'était plus que ce que beaucoup pouvaient dire. Pour le 15e anniversaire de la mort de Duke, Michael retourna au début du sentier où tout avait commencé. Il n'y était pas retourné depuis ces semaines après la rencontre, quand il avait cherché des preuves et n'avait trouvé que les marques de griffes sur le carrier. La route était inchangée, se terminant toujours en cul-de-sac dans la forêt domaniale, toujours bordée par les mêmes chênes et carrières qui se tenaient là depuis plus longtemps que Michael n'était en vie. Il se gara au même endroit et sortit du pick-up. L'air d'octobre était frais et calme,
la brume s'accumulant dans les creux comme 15 ans auparavant. Michael se tenait à côté de son pick-up et regardait la forêt qui avait changé sa vie, la forêt qui détenait encore des secrets qu'il ne comprendrait jamais. Il n'emprunta pas le sentier, il n'alla pas chercher la créature ou des preuves de sa présence continue. Il resta simplement là, témoignant du lieu où tout avait changé, reconnaissant la réalité qui vivait dans ces montagnes aux côtés de la réalité que la science acceptait. Quelque part dans les bois, un oiseau chanta. C'était le premier chant d'oiseau que Michael entendait à cet endroit. En ce matin d'octobre 15 ans plus tôt, la forêt avait été silencieuse, les oiseaux et les écureuils absents, comme s'ils savaient ce qui marchait parmi les arbres. Mais aujourd'hui, il y avait des oiseaux, et quelque part au loin, Michael pouvait entendre le jacassement des écureuils, les bruits normaux d'une forêt vacant à ses occupations. Peut-être la créature était-elle partie, peut-être était-elle morte, emportée par l'âge, la maladie ou un conflit avec d'autres de son espèce. Peut-être était-elle encore là, mais avait appris à éviter cette zone particulière, l'endroit où un homme et son chien avaient trébuché sur son territoire et avaient survécu. Michael ne le savait pas. Il ne le saurait jamais. Il remonta dans son pick-up et rentra chez lui. Ce soir-là, il s'assit sur le porche avec Hélène, regardant le soleil se coucher sur les montagnes où ils avaient vécu pendant tout leur mariage. La lumière peignait les crêtes de nuances d'or, de rouge et de pourpre, et l'air sentait les feuilles mortes et la fumée de bois de la cheminée d'un voisin. « Tu es allé au début du sentier, » dit Hélène. Ce n'était pas une question. « Oui. Comment c'était » Michael réfléchit à la question. Comment c'était ? C'était un endroit où une créature avait tué son chien et l'avait assommé. Un endroit où sa compréhension de la réalité s'était brisée en morceaux qui ne pourraient jamais être rassemblés. C'était un lieu de traumatisme, de perte et du genre de connaissances que la plupart des gens passent leur vie sans rencontrer. Mais c'était aussi juste un endroit, des arbres, des broussailles et des sentiers usés par les pas des randonneurs et des chasseurs. Un endroit qui existait dans le monde aux côtés de tous les autres endroits, ni plus ni moins réel que n'importe lequel d'entre eux. C'était paisible, dit-il. Hélène se pencha et prit sa main. Ils restèrent assis ensemble dans la lumière déclinante, deux personnes qui avaient trouvé un moyen de s'aimer malgré les choses qui ne pourraient jamais être partagées entre elles. Michael pensa à Duke. Il pensa au chien qui avait essayé de l'avertir, qui avait chargé vers le haut de la pente pour se placer entre son maître et quelque chose qui ne devrait pas exister. Il pensa aux 32 kilos de loyauté et de courage qui étaient au mort en essayant de le protéger, et il sentit la vieille culpabilité monter dans sa poitrine, familière maintenant. Une compagne qui ne le quitterait jamais entièrement. Mais à côté de la culpabilité, il y avait autre chose. De la gratitude, peut-être. Pour la vie que Duke avait vécue, pour les années qu'ils avaient passées ensemble, pour l'avertissement qui avait donné à Michael juste assez de temps pour voir la créature avant qu'elle ne le frappe. Duke avait fait ce que font les chiens, ce qu'ils avaient toujours fait, ce qu'ils feraient toujours. Il avait protégé son humain. Il avait été courageux. Michael n'aurait pas pu demander plus. Les étoiles apparurent, une par une, piqûres de lumière dans un ciel qui passait du violet au noir. La Voie lactée s'étendait à travers les cieux comme une rivière de lumière, et quelque part là-haut, sur d'autres mondes, autour d'autres étoiles, il y avait peut-être des créatures tout aussi impossibles que celles qui parcouraient les Ozarks. L'univers était vaste au-delà de toute compréhension, et l'humanité n'avait fait qu'effleurer la surface de ces mystères. C'était peut-être ça, la leçon. C'était peut-être ce que la créature lui avait appris, ce matin d'octobre dans la forêt, que le monde était plus grand, plus étrange et plus dangereux que les humains ne voulaient le croire, que les cartes qu'il dressait
étaient toujours incomplètes, que les catégories qu'ils utilisaient pour comprendre la réalité étaient toujours provisoires. Michael ne savait pas si c'était de la sagesse ou juste un autre type de mécanisme de survie, une façon de donner un sens à quelque chose qui ne pouvait en avoir. Il ne savait pas si son expérience l'avait rendu plus sage ou simplement plus conscient de sa propre ignorance. Mais il savait une chose, il savait ce qu'il avait vu. Et cela devrait suffire. Le magazine avec l'article d'Harold était sur une étagère de son bureau, jauni maintenant par l'âge, les pages cassantes et l'encre s'estompant. Parfois, des visiteurs le remarquaient, demandaient à Michael de leur parler de l'histoire, voulaient savoir s'il croyait vraiment ce qu'il avait écrit. Il leur donnait toujours la même réponse. « Je ne demande à personne de me croire. Je sais juste ce que j'ai vu. » La plupart s'en allaient peu convaincus, le classant dans la catégorie excentrique, traumatisé ou en quête d'attention. Quelques-uns hochaient lentement la tête, leurs yeux portant le même regard que Harold avait décrit, le regard des gens qui avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient plus oublier. Michael n'essayait de convaincre personne. Il avait appris que la conviction ne pouvait être transférée, que les gens croiraient ce qu'ils étaient prêts à croire et rien de plus. La créature dans la forêt ne lui avait pas donné pour mission de répandre la vérité sur son existence. Elle lui avait juste donné une expérience, et ce qu'il faisait de cette expérience ne dépendait que de lui. Il avait choisi de la documenter, d'en faire une partie des archives. C'était suffisant, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Les années continuèrent de passer. Michael prit sa retraite de maréchal ferrant, son dos exigeant finalement qu'il arrête de se pencher sous les chevaux. Lui et Hélène voyagèrent un peu, virent une partie du pays qu'ils n'avaient jamais eu le temps de voir pendant les années chargées de la vie active. Ils rendirent visite à leurs enfants et petits-enfants, assistèrent à des mariages et des funérailles, regardèrent le monde changer autour d'eux de manières à la fois attendues et inattendues. À travers tout cela, Michael n'oublia jamais. Il n'oublia jamais l'odeur de la créature, le musc et la décomposition qui avaient tapissé l'intérieur de sa bouche et de son nez. Il n'oublia jamais le son qu'elle avait produit, ce cri qui contenait des fréquences qu'aucune gorge humaine ne pouvait produire. Il n'oublia jamais la façon dont elle l'avait regardé. Ses yeux réfléchissants détenant une intelligence qui n'était pas humaine, mais n'était pas non plus simplement animale. Il n'oublia jamais Duke. Chaque année, à l'anniversaire de ce matin d'octobre, Michael se rendait au coin de la propriété où Duke était enterré. Il se tenait à côté de la tombe, sous les vieux chênes qui avaient grandi au fil des ans, et il parlait à son chien. Il racontait à Duke l'année qui s'était écoulée, les choses qu'il avait vues et faites, la vie qui continuait malgré la perte qu'il avait façonnée. Il ne savait pas si Duke pouvait l'entendre. Il ne croyait pas particulièrement en une vie après la mort, ni pour les humains et certainement pas pour les chiens. Mais il lui semblait juste de se tenir là et de parler, de reconnaître le lien qui avait existé entre eux, d'honorer le courage qui avait coûté la vie à Duke. Pour le 20e anniversaire, Michael avait 74 ans. Il se rendit à la tombe de Duke dans la fraîcheur d'octobre, les feuilles craquant sous ses pieds, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Il se tint à côté de la tombe et regarda la forêt au-delà de la limite de la propriété, les arbres qui commençaient à peine à changer de couleur, les crêtes qui s'étendaient vers la forêt domaniale, où tout s'était passé. « Je n'ai jamais eu d'autre chien, » dit-il. « Tu le sais probablement déjà, mais je voulais te dire pourquoi. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. « Ce n'était pas parce que je t'en voulais. Tu as tout fait correctement ce matin-là. Tu as essayé de m'avertir. Et quand je n'ai pas voulu écouter, tu as essayé de me protéger. Tu as été plus courageux que moi,
plus courageux que je ne l'ai jamais été. Il regarda la tombe, la pierre qu'il y avait placée des années auparavant, les mots simples gravés à sa surface. Duke, fidèle jusqu'au bout. Je n'ai jamais eu d'autre chien parce que je ne pouvais pas faire ça à un autre animal. Le mettre en danger à cause de ce que je sais, à cause de l'endroit où je pourrais l'emmener, ou de ce que nous pourrions rencontrer. Tu es mort en me protégeant. Je ne pouvais pas risquer la vie d'un autre chien de cette façon. Il resta en silence un long moment. J'espère que tu comprends, où que tu sois. J'espère que tu sais que je t'aimais, que je suis désolé de ne pas avoir écouté, et que je n'ai jamais cessé d'être reconnaissant que tu aies été à moi. Le vent s'engouffra dans les arbres, portant l'odeur des feuilles mortes et de la fumée de bois lointaine. Pas d'odeur de musc, pas d'odeur de décomposition, juste les odeurs ordinaires d'un matin d'octobre dans les Ozarks. Michael se retourna et retourna à la maison. Hélène l'attendait sur le porche, une tasse de café dans chaque main. Elle savait où il allait, l'avait su sans demander, lui avait laissé l'espace pour faire son pèlerinage annuel, sans interruption. « Comment vas-tu » demanda-t-elle en lui tendant une tasse. Michael réfléchit à la question. Il pensa aux années qui s'étaient écoulées, à la vie qui avait continué, à la connaissance qui vivait encore en lui sur ce qui marchait dans les forêts de l'Arkansas. « Ça va, dit-il. Je crois que ça va. Enfin. Ce n'était pas entièrement vrai. Ça ne le serait jamais entièrement. La rencontre l'avait changé d'une manière qui ne pouvait être défaite. Lui avait donné une connaissance qui ne cesserait jamais de façonner sa façon de comprendre le monde. Mais il avait appris à vivre avec. C'était, peut-être, la vraie leçon. Non pas que les monstres existaient, non pas que le monde était dangereux, non pas que la science n'avait pas réussi à cartographier l'intégralité du territoire de la réalité. La vraie leçon était plus simple et plus humaine, que les gens pouvaient survivre à des choses terribles, porter une connaissance impossible, construire leur vie autour de blessures qui ne guériraient jamais complètement. Michael Stonecrow en était la preuve vivante. Il but une gorgée de son café et regarda les montagnes où il avait vécu toute sa vie, les montagnes qui détenaient des secrets qu'il ne comprendrait jamais entièrement. La lumière du matin était dorée sur les crêtes, et quelque part là-bas, dans l'immense nature sauvage de la forêt nationale des Ozarks, quelque chose observait. Il observerait toujours, Michael avait fait la paix avec ça.